Donc bonjour Françoise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc bienvenue sur Ethica Mondo. Ethica Mondo, notre but c'est de montrer au monde entier les initiatives éthiques du monde entier, donc tous les projets qui sont porteurs de sens à travers la planète, la belle ambition. Alors évidemment on va commencer par la France. Et aujourd'hui en l'occurrence on va parler de médecine et plus précisément d'accouchement. Alors on vous laisse une surprise parce qu'on parle de certains types d'accouchement. Donc Françoise, sois la bienvenue. Est-ce que dans un premier temps, justement, tu peux nous définir qu'est-ce que c'est qu'un accouchement et nous révéler ton petit secret sur ce sujet? Quel type d'accouchement tu pratiques? Bon, merci pour m'avoir invité et pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus. L'accouchement. Alors l'accouchement, en fait, c'est pas... On parle beaucoup d'accouchement et nous, les sages-femmes, disons la petite surprise, c'est qu'on parle d'accouchement, nous, surtout à domicile. Alors on va parler davantage de naissance, déjà. D'accord. Il y a une petite nuance qui n'est pas la même. Voilà, donc laquelle? Voilà. Eh bien l'accouchement, c'est un acte qui, tout le monde peut le dire, je crois, qui est presque médical. Ouais. Voilà, médical parce que l'accouchement, c'est ce qui se passe à l'issue d'une grossesse et lorsque le bébé veut venir au monde. Hein, on appelle ça venir au monde. Donc c'est l'acte par lequel le bébé passe du ventre à l'air. Donc du moment où la maman a les premières contractions jusqu'au moment où le bébé est détaché du cordon. Voilà, l'accouchement c'est tout un tout, oui, ça commence avec les contractions, c'est une période, ça peut être plus ou moins long en fonction de tas de choses d'ailleurs, mais les contractions, tout ce qu'on appelle le travail, ensuite la poussée, le bébé sort et l'accouchement inclut aussi la délivrance du placenta. D'accord. On dit qu'un accouchement est terminé lorsque le placenta est sorti et qu'il se passe encore une heure ou deux après l'accouchement où tout va bien. Voilà, cette période-là, ça c'est l'accouchement. D'accord. Quelques heures, quelques jours, ça peut aller de 1 heure à 2 jours. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est l'accouchement, et donc vous les sages-femmes qui pratiquez l'accouchement à domicile, vous préférez parler de naissance? Tout à fait, oui. Parce alors, que naissance, c'est... Donc qu'est-ce que c'est que la naissance et pourquoi tu préfères parler de naissance? L'accouchement, on a l'impression d'avoir affaire à des corps, oui, voilà, il y en a un qui est il y a un corps dans un corps et qu'il faut qu'il sorte, voilà, c'est une sorte de mécanique qui est due à tout un travail, des hormones, enfin tout ça. Alors que la naissance, ça va parler plus de l'arrivée d'un bébé, c'est-à-dire d'un être humain à la vie, grâce à d'autres êtres humains qui sont le père et la mère, parce que pour nous c'est un peu un tout. On a souvent des couples qui nous disent, lorsqu'on va accoucher, le papa se reprend et dit non, quand ma femme va accoucher, mais en fait nous on considère que c'est ça, c'est vraiment un fruit comme ça qui arrive, on parle beaucoup plus d'être humain, mais dans toute sa dimension et pas que de corps. Voilà. Donc si je suis une personne très pragmatique, on va parler donc de la même période, du même moment. Par contre, c'est une approche différente. C'est que vous défendez une approche où l'ensemble de la famille est présente, à savoir les deux parents et le bébé. Ça. Tandis que quand on parle d'accouchement, on reste plutôt exclusif à la maman, voire une partie du corps de la maman et son nourrisson. C'est ça? C'est ça, voilà. D'accord. Alors, bon, pourquoi après il est utilisé plus souvent le terme accouchement? Parce qu'au moins tout le monde voit, On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Alors, à la limite, la naissance, c'est un peu plus long quand même que cette période-là, parce que ça dure toute une période de suite de couches. Et la naissance, c'est l'accueil du bébé. L'accueil, c'est pas qu'un moment. C'est aussi apprendre à le connaître, apprendre aussi à repérer un peu son fonctionnement. Et ça peut être plusieurs semaines. Et donc là, ça veut dire que vous, les sages-femmes qui pratiquez l'accouchement à domicile, donc la naissance à domicile, vous participez à cet après? On participe alors d'abord dès le début et même bien avant l'accouchement, puisque lorsque l'accouchement se passe à domicile, c'est vrai que c'est aussi une relation entre la sage-femme ou les sages-femmes et les parents. On suit les grossesses tout le long. Oui, voilà, depuis le début de la grossesse, c'est vous qui suivez la maman. Depuis le début, certaines un peu moins que le début, mais en tout cas pas le dernier mois, hein, ça c'est sûr. Donc on suit toute cette histoire.
On voit aussi autour de la famille ce qui se passe, comment ils vivent, qu'il y a d'autres enfants, le travail. Enfin, il y a une dimension sociale. Voilà, finalement. On sait exactement dans quel cadre se passe cette grossesse. D'accord. Et c'est vrai que pour faire de la prévention sur des troubles qui arrivent peut-être des fois pendant des grossesses, on ne sait pas trop pourquoi, nous on sait que la vie peut influencer dans ses côtés négatifs une grossesse. Donc c'est une façon de mettre des garde-fous à certaines choses et puis de mieux le connaître pour mieux sentir aussi le jour J de l'accouchement ou de la naissance ce qui se passe. On comprend mieux. Les parents d'un autre côté ont aussi une confiance qui est née de cette relation et ils vous connaissent. Ils se sentent plus à l'aise. Et ça, il n'y a rien de tel qu'être à l'aise le jour de son accouchement, qui est quand même une petite épreuve. Ouais, donc voilà, on ne peut pas être dans un endroit, certaines ne souhaitent pas être dans un endroit étranger avec des gens qui n'ont jamais vu, ils vont avoir peur de ne pas les connaître, mais ils vont avoir peur que ces personnes aussi ne les captent pas bien. Enfin voilà, il y a tout un ensemble qui fait que c'est pas pareil. Ça veut dire que toi, quand tu vas suivre une naissance, tu suis la maman du début à la fin. Voilà. Hein, parce que là, on parle des sages-femmes qui accouchent à domicile en règle générale, mais chaque sage-femme ou par binôme de sages-femmes va suivre une maman. Donc il y a vraiment un lien qui se crée, une confiance qui se crée. Une relation de confiance réciproque. D'accord. Donc, ça, apparemment, ça pose des problèmes. Alors, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait, enfin vulgairement parlant, une chasse aux sorcières. Alors est-elle justifiée, pas justifiée? J'aimerais qu'on en parle et donc de manière le plus honnête possible. Si toi tu penses qu'il y a des points à améliorer de votre côté, parlons-en. Et si tu penses qu'il y a des injustices aussi, parlons-en. Donc d'abord on va commencer par le constat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça reste marginal. Parce que, bon, à peu près combien en France, tu sais, un ratio? On dit entre 1 et 2%. Il n'y a pas une étude c'est vraiment comme on dit, à Bistodena, parce qu'il n'y a pas vraiment... Il y a des statistiques qui sont faites sur les naissances qui se passent en structure et les naissances qui se passent hors structure. Mais donc, hors structure, c'est hôpital ou clinique. D'accord. Mais hors structure, il n'y a pas que les accouchements à domicile programmés. Voilà, c'est ça, c'est l'accouchement à domicile, le lien avec une sage-femme ou un binôme de sage-femme. Et puis, on organise ça, tout est posé, tout est bien réfléchi. Le transfert en cas de est préparé. C'est-à-dire que voilà, pas de panique. Si jamais quelque chose n'allait pas, on a recours à un hôpital qui est le plus proche. Et, que vous prévenez avant? Voilà. Alors on prévient les parents, vont faire une consultation, voir l'anesthésiste, s'inscrire. On sait où on irait. Si donc en cas de force majeure, l'hôpital a déjà un dossier, connaît les minimums requis de la patiente. Voilà. Et la patiente aussi connaît les lieux. Et on regarde aussi que ça soit à peu près à moins d'une demi-heure. Évidemment, s'il faut faire 2 heures de route et on a entendu un bébé qui souffrait, c'est peut-être pas très malin. Il ne faut pas aller au-delà. Donc voilà, il y a des périmètres autour des cliniques. Donc ça, revenons à la question, enfin à ta réponse, c'est que donc tu dis que dans les ratios sont inclus aussi donc les accouchements à domicile prévus. Oui, mais aussi malheureusement les accouchements qui sont inopinés, qui se passent pas plus tard que dimanche sur la route dans un village à côté de chez moi, mais ça voilà, le papa s'est arrêté, il a accouché sa femme sur le trottoir. Les pompiers sont assez souvent appelés étant donné que certaines régions, même dans notre région, certaines zones sont mal couvertes et les hôpitaux, les petites cliniques ont fermé, ce qui fait que les pompiers interviennent souvent sur des accouchements inopinés. D'accord. Voilà, donc ça peut être aussi des accouchements qui se font à la maison avec des personnes qui ont décidé de rester à la maison sans avoir un médical qui soit là pour surveiller, ne serait-ce. Donc voilà, il y a aussi... oui, tous ces accouchements qui ne sont pas du tout programmés, inopinés, qui peuvent plus ou moins bien se passer, avec que finalement ça va finir à l'hôpital, mais avec un bébé qui peut arriver en hypothermie, une femme qui a trop saigné, catastrophe finalement. Donc dans ces 1 à 2%, il y a aussi ça. Et nous, on ne veut pas trop y être mélangés, puisqu'ils vont se servir de ces chiffres pour dire, oui, mais regardez, il y a des bébés qui sont mal, il y a des mamans qui saignent, alors que nous, ce n'est pas du tout ça. Donc on doit être... peut-être en France en ce moment moins de 1%. Quand tu dis qu'ils vont se servir, c'est peut-être pas dans la mauvaise intention, ça peut être tout simplement des chiffres qui sont pas exacts et quelqu'un en toute bonne honnêteté aurait l'impression que l'accouchement à domicile encadré n'a pas de bons résultats. En fait. Et voilà. Mais nous, on aimerait bien qu'il y ait quand même des chiffres encadrés, précis, une évaluation de notre travail. Bon, nous, indépendamment, on ne peut pas le faire. On aimerait... Pourquoi vous pourriez
pas concentré ces chiffres par sage-femme Mais parce qu'en fait, les études, il les existe un évaluations... réseau des sages-femmes à domicile? Alors, oui, il en existe. On a fait passer nos dossiers à une période pour qu'ils soient traités et qu'on fasse une évaluation pour montrer que d'abord, déjà dans les suivis, on avait très peu de prématurité puisque on s'occupe tellement un peu de tout ce qu'il y a autour, on fait de la prévention, on a peu de femmes qui font de l'hypertension et dans les accouchements, ben, il faut reconnaître que ça se passe quand même bien. Hein, il n'y a pas plus de problèmes que dans les hôpitaux, en tout cas pour un premier, et à partir d'un second, il y en aurait même moins. Voilà. On verra peut-être pourquoi après. Mais nous souhaiterions que ça soit évalué. Alors, on a fourni des dossiers, et en fait, ces dossiers, ils n'ont pas du tout été traités. Autant parce que personne n'y voit l'intérêt. Personne n'y voit l'intérêt. Pourquoi, selon toi? Ben parce qu'en fait, d'un côté, c'est marginal. C'est marginal par définition. Donc ça, on sait que quand c'est marginal, généralement... Alors, si c'est marginal, ça n'intéresse personne. Et puis, il y a aussi tout intérêt à ce que ça reste marginal, parce qu'il faut bien reconnaître que les cliniques font un peu le plein. Hein. Et des fois, dans les hôpitaux, c'est pas encore là où on rencontre le plus de problèmes, ce sera plutôt dans les cliniques privées. Donc de campagne. Voilà. De campagne, non, ou dans des villes. Parce que le fait d'accoucher à domicile, c'est pas tellement pour que ça soit le domicile, mais c'est que c'est hors des structures, autrement dit, hors de la médicalisation systématique. Bon, donc ça démontre aussi qu'un accouchement non médicalisé systématiquement se passe pas si mal que ça. Donc ça montre aussi que c'est quelque chose qui pourrait augmenter, qu'on pourrait proposer aux femmes, mais on n'en parle pas surtout. Ça pourrait donner naissance aussi, comme dans les autres pays européens, à des maisons de naissance. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, quand il y a eu une maison de naissance qui s'est créée, c'était la première en 83 sur Berlin, vraiment les femmes étaient enchantées, ça s'était tellement bien passé que 5 ans après, il y en avait 10 maisons de naissance. Or, une maison de naissance, allez, le but n'est pas de faire plus de 200 accouchements par an, sinon ça devient l'usine à bébé qu'on ne souhaite pas. Mais s'il y en a 10, c'est pas 200, ça fait 2000. Et là, ça commence un petit peu à grincer du côté des patrons de cliniques qui font le plein quand même des maternités. Donc tu penses, enfin selon toi, il y aurait une sorte de lobby des cliniques qui pourrait freiner ça? Parce que quelque part, dans ces cas-là, on pourrait se poser la question des personnes qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans des infrastructures, des gens qui font du business, des hommes d'affaires, n'auraient pas justement tout intérêt à développer une autre forme médicale, à savoir des maisons de naissance, et qui seraient lucratives. Ça a été fait. Nous, personnellement, sur Montpellier, entre 1995 et 2000 à peu près, on s'est renseigné sur les maisons de naissance, on est allé en Allemagne, en Suisse, on a travaillé avec les équipes du Québec, et qui nous ont montré un peu comment ça pouvait s'élaborer. On en a fait une sur Montpellier. D'accord. Il y avait plusieurs projets en France, mais bon, le nôtre a été le plus abouti parce que les lieux vraiment existaient. Et ils étaient prêts à fonctionner. On était persuadés que, voilà, en plus on avait trouvé un lieu qui était derrière l'hôpital à Montpellier, donc on traversait la rue. Au niveau des transferts, c'était, bon, sécurité, c'était balisé complètement. Donc c'était pas ça qui pêchait, mais c'était... on n'a jamais pu ouvrir parce qu'on nous a dit il faut passer à des commissions et des commissions et des commissions. Et en fait, cette maison, c'était une dame qui volontairement, en mécène, qui a acheté cette maison. On a fait des travaux, alors on s'y collait un peu tous aussi, puisqu'on avait envie qu'il y ait quelque chose de nous. Et malgré ce, bon, c'était pas dans le but de faire de l'argent cette femme, mais c'était vraiment l'idée, elle avait plu. Et donc, quelqu'un qui avait de l'argent, qui était généreux, c'est pas toujours évident, là, les deux, mais voilà. Et finalement, on a dû la revendre. Mais on nous a fait comprendre un peu par derrière que c'était pas la peine, parce qu'une maison de naissance, c'est géré par des sages-femmes, et ça, pas question. Les sages-femmes doivent être plus ou moins sous les ordres de la médecine. Voilà. D'accord, c'est le respect d'une certaine hiérarchie, comme on a mis en France généralement. Voilà. Alors c'est un peu pour ça que les sages-femmes libérales, on est un petit peu décriées, parce que justement, on n'a pas vraiment de patron, on n'est pas sous l'égide de quelqu'un. Bon, on est sous l'égide de des choses qu'il faut faire, peut-être, c'est déjà bien assez, mais on est un peu électron libre et ils se méfient un peu de nous. Donc, les sages-femmes libérales qui font des accouchements à domicile ont des problèmes. Au niveau de ces accouchements à domicile, on a notamment un problème d'assurance. Alors voilà, ça c'est le problème d'aujourd'hui. Alors explique-nous justement comment ça se fait qu'on a eu des accouchements à domicile jusqu'à présent et que là, en quelques mois,
Ça fait longtemps, parce que moi j'en fais depuis longtemps, et dépression, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des pressions. Oui, il y a toujours eu des pressions, mais bon, tout se sait aussi maintenant, donc on sait aussi que l'accouchement à domicile, c'est pas quelque chose de bizarre, il y en a de plus en plus qui ont entendu parler de ça, qui sont intéressés. Alors tu vois une augmentation des demandes? Ah ouais. Oui, c'est marqué. Net. Donc, depuis combien de temps à peu près? Ben, il y a eu des à-coups, Moi, je sais qu'il y a 15 ans par là, il y a eu des à-coups, puis ça a stagné. Enfin bon, c'est resté quand même pas mal. Et puis, ça recommence là depuis 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, d'accord. En fait, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui monte, il y a toujours son inverse qui compte, qui est là pour contrer. Hein. Ça monte en même temps, les pressions contre justement cette demande qui augmente. D'accord. Voilà. Alors, comme je disais, les statistiques sont plutôt faites sur les accouchements hors structure, les inopinés dans la rue, n'importe comment. Donc, ils ont une mauvaise presse parce que bon, peut-être qu'il y a plus de problèmes, alors que nous, à domicile, il y en a très peu. Parce que par exemple, une maman qui accouche dans la voiture en allant à l'hôpital est considérée hors structure. Hors structure, donc là, en effet, elle est dans un cas de confort minimum. Voilà, le bébé n'est pas tellement très bien accueilli, le pauvre, peut-être avec du froid, peut-être avec... bon. Donc du coup, les chiffres ne semblent pas très corrects. Ils ne semblent pas très corrects. Et ils sont utilisés justement par les personnes qui ne veulent pas développer l'accouchement à domicile. Qui sont ces personnes alors? Eh bien, bon, en général, ce sont les chefs de maternité, de clinique, pas de toutes, mais surtout du privé quand même, il faut reconnaître. C'est ceux qui se font quand même le plus d'argent, il faut reconnaître. Hein. Voilà. Et puis qui ne veulent pas surtout que les maisons de naissance se développent, parce que là, il y a une véritable concurrence. Donc tu penses qu'il y a vraiment un conflit finalement de marché? Économique. Il y a un conflit de marché, c'est sûr, c'est l'argent, c'est le nerf là. Hein. Mais il y a jamais d'incidents graves dans les accouchements à domicile contrôlés? Contrôlés, non, c'est vraiment très très rare qu'il y ait des accidents graves. Il n'y a pas plus d'accidents que ce qui se passe dans les hôpitaux. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le risque zéro n'existe nulle part. Moi, j'ai des collègues qui ont eu des problèmes avec des bébés et effectivement, on leur a tapé sur les doigts comme si elles étaient responsables de ce qui s'est arrivé. La question souvent contradictoire de l'accouchement à domicile a quand même une certaine légitimité dans le sens de dire oui, mais à l'hôpital on a tout l'équipement au cas où. Oui. Donc pourquoi s'en passer? Pourquoi s'en passer? Parce que certaines... Et je vais prolonger la question, c'est pourquoi s'en passer, mais surtout, du coup, comment ça se fait que sans tout cet équipement, on s'en sortirait aussi bien qu'avec tout cet équipement? Alors en fait, c'est pas ça, cet équipement. Si, parce qu'à domicile, il faut savoir qu'on a de l'équipement, justement. Voilà, c'est ce que peut-être certaines personnes qui, sans se renseigner déjà, commencent à un peu décrire l'accouchement à domicile, s'imaginent qu'on y va avec une petite sacoche, 2 pinces et un ciseau et un flacon d'alcool. Alors que non, alors qu'à domicile, il y a de quoi réanimer, perfuser, faire pratiquement tout ce qu'on fait dans une salle d'accouchement, sauf peut-être la césarienne, évidemment. Mais quand quelque chose ne va pas, on part à l'hôpital. Je rappelle qu'on avait dit que c'était dans une demi-heure, qu'on était inscrite, que le bilan préopératoire était fait, ce qui fait que voilà, pas de problème. Donc ça veut dire que si vous suivez les familles bien préalablement, que vous les connaissez bien, déjà préalablement, vous pouvez éventuellement trier. Et oui, mais c'est ce qu'on fait, bien sûr. Approprié, mais c'est une réalité. C'est que vous allez voir les femmes qui sont plutôt aptes à accoucher à domicile, voire même peut-être qu'elles, au fur et à mesure, certaines vont dire finalement, ça arrive ça aussi. C'est pas du tout une voie sans issue, certaines peuvent le dire, dès le début on le dit, écoutez, c'est pas une voie sans issue. Et ça t'arrive, toi? Ça t'est déjà arrivé par exemple qu'une femme te dise oui, je vais peut-être pour le premier ou peut-être. Alors, soit elle n'est pas venue déjà. D'accord, elle vient pour le second en me disant je vous aurais contacté pour le premier, mais je voulais voir un peu comment j'accouchais. Soit elles viennent, et non, c'est assez rare, ça va être plutôt quelque chose qui, les examens nous ont révélé que la dernière, là en date, c'était parce que le placenta était bas. Il n'était pas vraiment recouvrant à laisser sortir ce bébé, mais il n'était pas loin. On a convenu toutes les deux que c'était pas prudent. Elle a accouché à la clinique il y a moins d'une semaine. Bon, ça s'est bien passé quand même, mais c'était un accouchement qui était à risque. Donc voilà. Donc ça veut dire, si je te suis bien, c'est que c'est pas tant les mamans qui vont faire marche arrière, au contraire, elles ont confiance, c'est que par les examens et le suivi, toi avec la maman, à un moment, tu vas l'alerter sur un problème et finalement l'inviter à se rendre dans une structure. Voilà. Et puis comme maintenant, la plupart sont quand même pas mal renseignés, les examens, elles les ont sous les yeux comme nous, et voilà, c'est même pas, on va leur dire, regardez, il y a ça qui va pas. Elles arrivent des examens en disant, ben oui, il y a ça, alors je crois que, ben oui, on ne pourra pas. Donc voilà, ça se passe très bien. Donc du coup, tu m'évoquais la question de l'assurance. Que vient faire la question de l'assurance là? Tous les métiers sont assurés en tout cas. Alors tous les métiers sont assurés. Alors normalement, on devrait être assuré, avoir une responsabilité civile pour l'accouchement à domicile. On ne l'a pas.
Or, l'accouchement à Alors, domicile... juste parce que tu parles de... Excuse-moi, je te coupe plein de fois, mais pour qu'on comprenne bien, tu parles de responsabilité civile des parents ou toi en tant que professionnel? En tant que professionnel. D'accord. Voilà. Parce que là, c'est toi qui vas avoir la responsabilité. C'est pas les parents, non, mais parce que c'est la maman qui accouche. On pourrait imaginer que c'est la maman qui est responsable. Et oui, on pourrait imaginer, mais normalement, c'est celui qui est le plus qualifié, soi-disant, dans le domaine de la médecine. Donc toi qui portes assistance, du coup, c'est ta responsabilité qui prend le pas à partir du moment où tu rentres dans la maison, quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Ce qui s'y passe, si je cautionne ce qui s'y passe lorsque quelque chose ne va pas, je suis tout à fait responsable. Je devrais faire entendre raison à quelqu'un qui ne comprend pas. Voilà. Ou alors me décautionner, dire moi je m'en vais, faire venir peut-être d'autres médicaux. Prévenir des secours. Ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps de ça. Une dame ne voulait pas partir alors que vraiment on sentait que cet accouchement ne se ferait pas, c'était bloqué. J'ai appelé le SAMU et puis j'aurais expliqué en disant écoutez, il faut que cette dame soit hospitalisée, le bébé va souffrir si on continue parce qu'il ne descendra pas. Donc voyez avec eux, moi je ne peux plus continuer, je ne suis plus dans ma compétence. Donc ils ont pris en charge cette dame, effectivement, elle a quand même entendu raison, elle a fini par partir à l'hôpital et j'ai appris qu'elle avait une césarienne aussi. Donc voilà, mais voilà, sinon on est responsable, bien sûr. Hein. D'accord, donc tu as une assurance, alors quel est le problème si tu as une assurance? En fait, ben non, j'ai une assurance qui ne fonctionne pas pour l'acte de l'accouchement à domicile. Parce que, comme je disais, les accouchements ont été mélangés avec les accouchements inopinés. Donc ça a été considéré à risque. Il ne faut pas oublier qu'en 2002, il y a eu une loi Kouchner qui a... c'est la loi... Ah ça y est, j'ai le nom. Une loi sur les assurances, par exemple. On disait que... sur Internet. Oui, mais je l'ai sur le bout de la langue parce qu'on parle que de ça en ce moment et puis là, je ne l'ai plus. C'est-à-dire que bon, lorsqu'il y a un problème de diagnostic, une famille, un malade, un patient peut porter plainte pendant un certain temps. Par exemple, pendant la grossesse, contre le professionnel. Quelque chose aux échographies, par exemple, ou même le jour de la naissance, le professionnel est inquiété, on peut porter plainte pendant au moins 18 ans. Mais l'enfant, lui, si, suivant l'état dans lequel il est, à 18 ans, est encore vivant, parce que si on porte plainte, c'est qu'il y a un problème, il a encore le droit, lui, de porter plainte pendant 18 ans, ce qui fait 36. Ce qui fait que les assurances, là, se sont tenues au fauteuil en disant, bon, ok, on va vous assurer, mais alors voilà les cotisations. Donc d'un côté, c'est bien pour les patients parce qu'ils se sentent protégés, d'un côté, ça peut mettre la pression sur les professionnels et éviter éventuellement des gens un peu trop légers, mais en contrepartie, du coup, voilà, il y a un effet bénéfique. Mais en contrepartie, du coup, oui, on comprend les assureurs qui s'inquiètent et qui, dans une logique financière de nouveau, de dommages et intérêts plus lourds, augmentent les prix. Ils ont augmenté les prix sur les accouchements à domicile en englobant ces accouchements inopinés catastrophiques peut-être. C'est-à-dire... Alors que nous, on leur dit, mais attendez, nous, on ne s'occupe que des grossesses physiologiques. C'est-à-dire, vous êtes passé de combien à combien on est passé à peu près de 400 € par an à peu près 22 000. Ah oui. Oui, quand même. 21 600 € d'augmentation sur l'année. Voilà. Donc, mais de toute façon, aucune des sages-femmes ne peut payer ça. Parce que 22 000 €, il n'y a même pas assez d'accouchements par an pour payer la cotisation. Voilà. Parce que grosso modo, un chiffre d'affaires, on va pas parler de revenus, un chiffre d'affaires, c'est moche de parler de ça autour des enfants, mais c'est une réalité. Mais c'est vrai que un chiffre d'affaires, il va tourner autour des 30 000 €, et puis voilà, je veux dire, donc comment on fait pour payer la cotisation et vivre? Oui, ça veut dire qu'il resterait 8 000 € bruts sans parler des frais de déplacement. Chiffre d'affaires, oui, là peut-être c'est un peu plus peut-être, mais bon, en général, ça va être dans l'année, entre 25 000 et 30 000 suivant le nombre d'accouchements qu'on a fait par an. Voilà, mais effectivement, ça c'est plutôt le bénéfice, hein. Mais on ne peut pas, étant donné qu'il y a tout le reste, on ne peut pas payer 25 000 €. Tu parles du bénéfice. Voilà, plutôt 25 000. Mais quand bien même, partons sur 25 000 € de bénéfice, ce qui est, pour une profession libérale, un salaire correct. Mais si on en déduit en effet 22 000 €, il reste 3 000 € si on a 25 000 € de bénéfice, il reste 8 000 € si on a 30 000 € de bénéfice. Donc en effet, là on est même plus au SMIC mensuel. Eh bien oui, voilà, donc c'est pas possible pour nous. Et c'est complètement injustifié, puisque si on regardait des statistiques faites sur les accouchements à domicile programmés, effectivement, il verrait qu'il n'y a pas de quoi nous mettre. On ne fait pas partie de ces professions à risque qui sont
Je rappelle les chirurgiens, les échographistes, les anesthésistes. C'est-à-dire vous avez le même tarif que ces Et oui, professionnels? alors déjà on n'a déjà pas les mêmes honoraires quand même qu'un chirurgien, mais on aurait les mêmes cotisations. C'est absolument impossible. Alors on a saisi le bureau des tarifications, on a fait de tout, mais on n'a personne... voilà. Une question justement un peu... Mais vous êtes libre d'augmenter vos tarifs pour faire comme les Alors, chirurgiens? oui, on peut à ce moment-là demander des questions, mais si jamais on demande 1500 à 2000 euros par famille, en plus de ce qui est remboursé, c'est-à-dire 349,44 là, qui va accoucher à domicile? Qui a les moyens? Qui a les moyens? Ce n'est pas normal. Une femme qui accouche à l'hôpital, ça coûte à peu près 4000 euros. C'est remboursé rubis sur ongle. Et finalement, nous... 349,44 sont remboursés, c'est tout. Ils font déjà d'énormes économies. Mais on avait d'ailleurs essayé de brandir cet argument pour dire, bah, écoutez, la Sécu, vous avez des déficits, mais regardez, nous, on vous fait faire des économies. Donc, on pensait que ça les épinglerait, pas du tout. Alors, ce sont les assureurs qui ont décidé le prix de l'assurance. Voilà. Est-ce qu'il y a une commission institutionnelle qui joue un rôle de médiateur? Oui, le bureau des tarifications. D'accord. Et eux n'ont pas souhaité... Non. Alors, on s'est renseigné. D'abord, on s'est aperçu que qui faisait partie du bureau des tarifications? Les chefs de clinique, les chefs de grands laboratoires, alors voilà, on est tombé là-dessus. On est un peu jugé parti. Donc on a lancé plusieurs fois des demandes, des rendez-vous, on leur a envoyé des lettres, des sages-femmes ont toutes fait des lettres en disant que le bureau de tarification doit obligatoirement nous trouver une assurance. Et ils nous ont trouvé 2 assurances, je crois, en France sur 3, à ce prix-là. Bon, voilà. Donc alors à la fois... Donc du coup vous pouvez exercer, mais finalement... Finalement on exerce l'accouchement, on nous dit... mais c'est légal, l'accouchement à domicile c'est légal. Il y a pas de... Mais nous on travaille illégalement à ce moment-là. Ce qui est bizarre parce qu'après les caisses quand même remboursent. Donc c'est légal et illégal à la fois. Voilà, c'est une situation qui dure depuis 2002. Donc si j'entends, en fait, finalement, il y a une problématique sur un enjeu tarifaire. C'est que soit ce sont des familles qui vont être très très aisées pour payer des tarifs complètement mirobolants, et dans ces cas-là, et c'est même pas dit que vous surviviez, puisque est-ce qu'il y aurait assez de familles? Voilà. Mais là, on rentre dans une sorte de fracture sociale, quoi. Non, voilà, on va pas travailler comme ça. Voilà. On va pas travailler comme ça. D'accord, mais légalement, ça existe, d'accord. Donc, en dehors de ce bureau de tarification, quels peuvent être vos recours? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu qu'il y avait donc des sages-femmes qui pratiquaient la naissance à domicile qui avaient été suspendues. Toi, tu as été aussi jugé. Donc tu en es où? Déjà, fais-nous un constat rapide sur qu'est-ce que tu as comme épée de Damoclès sur la tête et pourquoi. On pense d'ailleurs que ces assurances, c'est un prétexte. Parce que bon, on dit l'accouchement à domicile est autorisé, mais les sages-femmes, vous n'êtes pas autorisés à travailler. Donc c'est un prétexte pour supprimer l'accouchement à domicile. Mais pour le supprimer... Attends, j'ai pas bien compris, tu as... En fait, on dit l'accouchement à domicile, c'est tout à fait autorisé. Oui. Mais les sages-femmes, on n'est pas assurés, donc on n'a pas le droit de travailler. Oui, d'accord. Alors on dit, vous pouvez travailler sous réserve que vous avez l'assurance. Voilà, mais alors on dit, mais alors vous voulez inciter les femmes à accoucher toutes seules, alors, puisque les sages-femmes ne peuvent pas y aller. Voilà, c'est une façon d'interdire l'accouchement à domicile. Mais l'inverse marche aussi, c'est-à-dire que c'est moins il y a de sages-femmes qui proposent et moins il y aura d'accouchement à domicile aussi. Donc, on est jugé par un organisme qui s'appelle le Conseil de l'Ordre, qui est quelque chose qui date depuis Laval et le gouvernement de Vichy. Des sages-femmes. Des sages-femmes. Il y a les médecins, il y a les dentistes. Il y a les dentistes, il y a les... Alors, récemment, il y a les infirmières aussi et les kinés qui ont pleuré pour en avoir. On se demande s'ils savaient... Ils n'auraient peut-être pas pleuré autant, je ne sais pas. Il y a les architectes aussi, les avocats. Et quelle est la fonction de ce conseil? La fonction de ce conseil, c'est d'essayer justement d'aider les professions libérales correspondantes. C'est pas un syndicat, mais ça fait un peu le lien avec le gouvernement, avec les institutions, les pharmacies, enfin tout ce qui est... Et voir un peu cas par cas, par région, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, c'est aussi de voir les limites de la profession, que ça ne dérape pas. Mais c'était plutôt... Tout le monde a compris que c'était plutôt pour nous aider et nous accompagner. Voilà, nous accompagner à la profession. Et là, c'est sur l'ensemble des sages-femmes. Voilà. Pas forcément des sages-femmes à domicile. Tout à fait. Ça marche par département. D'accord. Après, au niveau national. Mais ça ne marche pas par, il y a le Conseil de l'Ordre des libérales, des hospitalières, des territoriales. Non, c'est tout le monde. Voilà. Donc, les sages-femmes libérales
qui font des accouchements à domicile, oui, on est très peu représentés. Mais il se passe que depuis quelques années, ces conseils de l'ordre n'arrêtent pas de nous rappeler à l'ordre si jamais il y a un transfert. Et pourquoi est-ce qu'il y a un transfert? Mais justement, on pêche par prudence peut-être. Donc ils vont trouver des choses où on fait prendre des risques aux femmes, mais alors à ce moment-là, tout l'accouchement, alors que justement, quand on voit nos résultats après, on ne voit pas qu'il y ait tellement de risques que ça. Ils sont souvent plutôt à porter plainte. Mais ils sont aussi à nous juger, parce que dans ces conseils de l'ordre, il y a des chambres disciplinaires. Et ces chambres disciplinaires... Quand tu dis qu'ils portent plainte, c'est vis-à-vis de la justice? Voilà, non, enfin, c'est une plainte interne. D'accord. Voilà. En fait, si on n'est pas là des fois pour le dire à l'extérieur, c'est quelque chose qui ne sort pas, ça se passe en interne. Ah d'accord, ils font la plainte et ils font le juge. Voilà, pour la plupart. Moi, en ce qui me concerne, ce n'était pas le conseil de l'ordre qui a porté plainte. Le conseil départemental s'est joint à la plainte faite par l'ARS, l'Agence régionale de la santé. D'accord. Pour un transfert qu'ils ont estimé que j'ai fait trop tard, où il n'y a pas eu de problème particulier, hein, la maman va très bien, le bébé aussi. D'ailleurs, c'était pas pour un accouchement, c'était pour une délivrance de placenta, où ils me demandaient d'appeler dans la demi-heure, et que moi j'ai appelé au bout de plus d'une heure, parce que tout se passait bien, que ça pouvait se faire, ça s'est pas fait, j'ai demandé un transfert. Le transfert s'est très mal passé, il y a eu une équipe, une deuxième équipe, enfin bref, essayer un peu de me faire porter le chapeau. Donc ils ont voulu me radier 3 ans, avec 6 mois avec sursis. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne, mais c'était ça. Hein. Et n'étant pas d'accord avec cette décision, j'ai fait appel au national, le Conseil national des sages-femmes. Et là, on m'a supprimé les 3 ans d'interdiction d'exercer. Voilà. D'accord, donc tu peux exercer. Donc je continue d'exercer. Bon, mais moi j'ai beaucoup de chance par rapport à certaines collègues qui, elles, sont interdites d'exercer à vie. Pour donner une idée, combien d'accouchements à peu près tu as pratiqué? Parce que là, si tu as pratiqué 5 accouchements et que sur 1 sur 5 il y a eu un gros problème, oui. On peut être inquiet. On peut être inquiet. Oui, eh ben, je suis, bon, ça fait un moment que je dis 1600, mais depuis une petite cinquantaine de plus, je vais être vers 1650 accouchements. Et j'ai eu un problème en 2005, mais pareil, c'était du tout quelque chose, c'était un bébé qui était mort in utero, mais depuis plusieurs jours. Donc là, j'ai eu un non-lieu, aucun problème. Et là, j'étais incriminée pour un transfert où tout le monde va bien à la sortie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de victime. C'est pas les parents qui ont porté plainte? Pas du tout, jamais, même en 2005 non plus. Donc on rentre même pas dans ce phénomène des assurances, c'est-à-dire que les assurances s'inquiètent parce que si les parents ou l'enfant portent plainte, ça peut mettre 36 ans pour avoir une plainte, que là finalement c'est même pas les intéressés qui ont porté plainte. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour la première histoire, c'était un procureur qui a voulu instruire un dossier. Et il y a eu un non-lieu. Et la deuxième histoire, c'est l'ARS qui a fait une enquête et qui a dit que j'aurais pu transférer plus tôt parce que cette femme n'a pas eu de problème, mais aurait pu en avoir. Donc c'est un procès pour ce qui aurait pu arriver. Quand même, hein, je veux dire, au pénal, à la limite, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il faut des victimes, il faut une plainte, il faut quelque chose. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai pu récupérer, donc j'ai été blanchie. Mais j'ai des collègues qui sont radiées à vie, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus sages-femmes du tout. Donc elles n'ont plus droit au chômage parce qu'elles étaient libérales. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières là, qui sont une famille, une sage-femme qui a 5 enfants actuellement, avec 2 handicapés, et une autre sage-femme qui a 3 enfants qui sont autour de l'adolescence et un peu plus, qui font leurs études, qui est seule avec eux, qui se retrouve sans plus rien. Donc, le 1er mai, elle doit fermer son cabinet. Et radiée par l'ordre. Radiée par l'ordre qui, lui, a porté plainte et l'a jugé. Juge et partie à la fois. Et il y a des recours Alors, pour l'instant, on a beau hurler un peu de partout. Nos syndicats sont très occupés par d'autres réclamations. On sait que les sages-femmes hospitalières rouspètent, on sait que toutes les sages-femmes... Donc, nous, à côté, on est trop peu. Voilà, on est toujours de petits bouts, là. Donc, on vient de monter un syndicat qui s'appelle le syndicat national des sages-femmes qui font des accouchements à domicile, AAD, et on espère grossir un peu ce syndicat pour avoir un peu plus de poids et pour pouvoir être représentatif dans des commissions, représentatif dans les commissions paritaires, dans des réunions, enfin avoir un peu plus de poids. Parce qu'au moins on va s'occuper de nous, puisque les autres, non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, on ne sait pas, mais en tout cas on n'a pas trop le temps et on fera faire déjà ailleurs. Voilà. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on peut pratiquer un accouchement à domicile? Est-ce que toi tu peux continuer? Oui, ben voilà, je continue effectivement. Mais tu continues parce que tu le veux ou tu continues
parce que tu le peux et que tu as payé cette fameuse assurance? Non, je n'ai pas payé cette fameuse assurance, je suis bien incapable. Je continue parce que si toutes les sages-femmes s'arrêtent, alors on est quelques-unes un peu plus âgées, à faire un peu de la résistance, moi j'appelle ça un peu comme ça. Oui, Quoique dernièrement des petites jeunes aussi s'y mettent. D'abord, on a quand même la présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes qui a dit « En tout cas, moi je ne poursuivrai pas les sages-femmes pour cette histoire d'assurance. » En fait, d'autres peuvent le faire. Hein. Donc, c'est quand même pas une garantie, mais bon, allez, à quelque part, on se sent un petit peu soutenu. Il faut que de temps en temps, il ne fasse pas que nous taper dessus. Oui, bon, c'est courageux de sa part. C'est déjà courageux de sa part, donc voilà. Mais on continue parce que j'estime que c'est comme une flamme qui reste encore allumée. Si jamais il n'y a plus du tout de sages-femmes qui font des accouchements à domicile, premièrement, il y aura des accidents. Je connais trop de personnes qui auront décidé de rester à la maison entre eux, sans médical. Ça existe parce qu'il y a des personnes déjà. qu'on le veuille ou non, qui refusent, à tort ou à raison, qui refusent. Ça se passe bien, il se trouve dans la plupart des cas, mais j'ai peur que des personnes s'affolent alors qu'il n'y a pas lieu, ou au contraire ne s'affolent pas alors qu'il y aurait lieu de s'affoler, et ça va donner des accidents. Donc qui sera responsable? Les absents? C'est difficile hein, de dire, bon, en tout cas ce sont ceux qui auront mis des bâtons dans les roues à ce que les sages-femmes soient là, hein, on est d'accord. Bon, et deuxièmement, ça sera quelque chose comme pour, admettons que plus personne fasse des accouchements, programmés, il n'y en aura plus. Quand tu dis programmé, c'est quand même pas prévu, parce que souvent à l'hôpital on dit quand c'est programmé, on déclenche. Là, l'accouchement n'est pas déclenché, c'est juste... Programmé, ça veut dire qu'on le programme à la maison. D'accord. Avec le matériel autour, ce qu'il faut, qu'on n'utilisera peut-être pas, mais qu'on aura au cas où. Voilà. Donc tu disais si cette ça n'existe plus, si cette flamme s'éteint, on n'est pas prêt d'en rallumer à mon avis. Ouais, tu penses que c'est ça. Donc, voilà. J'ai une dernière question, après je te libère, puisque tu dois encore faire le tour de famille. Comment tu en es venu là? Est-ce que c'est une passion de jeunesse et que tout de suite tu as commencé à faire des accouchements à domicile? Non. Enfin, tout de suite, je connais peu de sages-femmes qui en ont fait tout de suite. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire un peu nos armes dans les hôpitaux. D'accord. Que voilà, j'ai fait des études, moi, un peu par hasard, hein, ça n'a pas été du tout la vocation depuis petite, mais pas du tout. J'ai fait ces études, j'ai travaillé à l'hôpital et c'était pas vraiment, je pensais pas m'être orientée correctement par rapport à ce que j'avais plutôt là. D'accord. Et puis j'ai même un petit peu bifurqué à un moment, mais bon. Mais à l'hôpital, bon, j'ai pas pu y rester. Hein. Au bout de quelques années, je suis partie, mais bon, voilà, j'avais vu un peu de tout, ça m'avait quand même appris un peu. T'as pas pu parce que ça correspondait pas à ton approche? Non, je me suis mis en libéral, mais tout en faisant dans un petit hôpital de proximité des gardes par intérim de 24 heures, où là c'était beaucoup plus sympathique. D'accord. Parce que d'abord, oui, on n'avait que des grossesses physiologiques. Les autres avaient été triés, comme on dit, et envoyés sur les grands centres. Donc, oui, mais c'était un milieu rural, donc j'avais à la fois cet hôpital, mais dans un milieu rural en libéral, j'avais aussi des femmes qui, voilà, l'accouchement pour elles, c'est pas du tout quelque chose qui est médical, c'est une histoire de la vie, la mère, la grand-mère, tout le monde a fait ça. Oui, c'est vrai que, donc pour elles n'ont pas ça. Alors, certaines au début avaient traîné la patte un peu pour aller à l'hôpital, m'ont appelé pour que j'y aille parce que voilà, je peux plus partir, il faut que tu montes, je vais accoucher. Bon, alors bon. C'est-à-dire que les premières fois, c'est finalement des mamans qui presque t'ont prise à partie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire là, il faut que tu viennes parce que. Devant le fait accompli. Bon, en fait, c'était bien sympathique. Hein, à l'issue, tout le monde était content, voilà. Alors, quand j'ai vu que ça se produisait quelquefois, et puis que quelquefois d'autres me disaient, bon, écoute. Allez, bon, je dis bon, parce que c'est bien, parce que c'est toi. Hein. Alors je me suis quand même équipée aussi. Parce que, bon, on n'a pas envie qu'il arrive quelque chose. En cas de, s'il y a une hémorragie, qu'on puisse faire une perfusion avec ce qu'il faut. S'il y a un bébé qui a du mal à respirer, il faut quand même pouvoir un petit peu l'insuffler. Bon, donc, je me suis équipée. Mais le fait d'être équipée, ça se sait. Et comme ça se sait, j'étais appelée de plus en plus. Et voilà. Mais en fait, donc, je me suis retrouvée à faire le suivi pré, per et post. Per, c'est Père, c'est pas. Alors j'ai fait pré, avant, père, la pendant, grossesse, surveiller la grossesse, faire l'accouchement et faire les suites de couches jusqu'à ce que l'enfant. Donc en fait, c'est intéressant dans cette situation vraiment, un peu tirée par les cheveux, c'est que toi, tu as cette particularité de ta profession à domicile. C'est une réponse à une demande. Ouais. Et c'est pas venu de toi à la base. Non. Quoi. Et donc c'est dommage de te taper sur les doigts puisque tu as répondu à une demande. Ouais. Après, je reste comme ça, je continue parce que finalement, pour moi, c'est ce qui m'a semblé être le plus, le plus complet. Je suis une histoire hein, et pas un moment en salle d'accouchement à l'hôpital. On peut faire 4 accouchements dans la nuit de femmes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne reverra jamais.
c'est frustrant hein, pour tout le monde. Hein. Donc, cette façon-là, bon, des femmes, je les connais, il y en a que j'ai accouché 5 fois, je vois les enfants grandir, j'ai accouché les enfants des enfants, enfin bon, ce qui fait que c'est autre chose. C'est autre chose complètement, hein, voilà. Tu renies pas les hôpitaux, on a tous besoin. Et non, pas du tout, parce que bon, la médicalisation, bien souvent, elle a sauvé du monde. Quand elle est utilisée parce qu'il la faut, c'est même une richesse. Mais voilà, il faudrait pouvoir arriver à l'utiliser que si nécessaire. Donc toi, tu es partisane de dire, maintenant on a des moyens de surveillance sophistiqués qui nous permettent vraiment d'être attentifs et vigilants, patients. Oui. Si tout va bien, autant profiter dans un confort, parce qu'on peut imaginer qu'en effet, pour une maman qui a confiance en elle et en toi, c'est plus agréable d'accoucher chez elle. Peut-être pas pour toutes les mamans, il y a des mamans, c'est très bien celles qui ne veulent pas, ne pourraient mais pas. Mais pour certaines, voilà, au moins celles qui souhaitent le vivre avec le papa, etc., elles peuvent le vivre. Oui. Et par contre, si ça va pas, ben super, heureusement qu'il y a des hôpitaux et des cliniques. Tout à fait, ou même bon, les échographies qui nous ont enlevé toutes les surprises qu'on avait il y a 80 ans. En France, c'est vrai que l'accouchement à la maison, maintenant, n'a plus rien à voir, j'imagine, avec les grand-mères. Les surprises, on les a plus. Un placenta qui est bas inséré, qui empêcherait un bébé de sortir, les échographies nous l'ont dit depuis longtemps. Si un bébé a besoin d'un geste chirurgical, on le sait. C'est un confort quand même qu'avaient pas nos collègues d'il y a 80 ans. Hein. Bon, peut-être qu'il y avait une autre façon de voir, une autre philosophie. Hein. Voilà, c'était comme ça, c'était la fatalité. Maintenant, c'est fini, ça, la fatalité. Alors, le mot de la fin, c'est donc par rapport à ce constat, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Comment tu vois la suite? Oui, ce qui se passe, bon, qui est déjà que nous soyons plus nombreuses, nous les sages-femmes qui font des accouchements à domicile, qu'on ait une évaluation de notre travail, donc, voilà, ce qui coûte quand même aussi des sous, tout ça, c'est toujours pareil, voilà, qu'il y ait aussi plus de choix pour les parents, parce que c'est vrai que ceux qui ne veulent pas du tout, d'ailleurs, ils accoucheraient mal à la maison, donc qu'il y ait plus de choix, et dans ces choix, plus de nuances, c'est-à-dire qu'il y a les hôpitaux, l'accouchement à domicile, qu'il y a aussi des maisons de naissance. Ouais, tous les pays européens ont trouvé la solution aussi pour certaines femmes, et il n'y a que la France qui peut. Oui, c'est spécifique à la France, cette chasse aux sorcières un peu? Oui, c'est spécifique. Bon, nos collègues étrangères en Europe nous disent qu'à ce moment, c'est pas, un petit peu pas aussi. tout confort. Mais je veux dire, par exemple, tu connais des pays où il y a un taux de naissance à la maison élevé? Tout le monde connaît bien les chiffres des Pays-Bas. Qui sont de 30% à domicile. Et ils sont de 30% depuis peu, hein, parce qu'il y a à peu près entre 15 et 20 ans, quand on travaillait sur les maisons de naissance pour Montpellier, on a travaillé aussi avec des sages-femmes hollandaises. À l'époque, c'était 70%. Et ce qui a fait chuter ça, parce que toutes les femmes sont suivies que par des sages-femmes là-bas, sauf quand il y a une pathologie. Hein, voilà. C'est que c'est l'engouement pour la péridurale, où on commence à dire aux jeunes filles, vous savez... c'est une horreur, il faut pas une péridurale. Alors, mince, donc du coup, ça a fait chuter le nombre d'accouchements à domicile. Et le Pays-Bas est une exception ou tu connais d'autres pays où il y a... L'Allemagne quand même, les femmes ont beaucoup plus le choix. L'Allemagne, la Suisse aussi. La Belgique, c'est beaucoup plus répandu que chez nous. Voilà. Beaucoup plus, tu sais à peu près, tu as une idée c'est quand même pas 30% comme aux Pays-Bas, mais ça va être du 5-10%. En Allemagne, il y a la particularité qu'il y a beaucoup de maisons de naissance, qui fait qu'il y a une femme sur deux a le choix entre les hôpitaux, ou accouche soit dans les hôpitaux, soit maison de naissance ou accouchement à domicile. D'accord. Voilà, ou maison de naissance ou accouchement à domicile. Donc toi, tes demandes, voilà, c'est de pouvoir pérenniser cette spécialité sur les accouchements à domicile et en même temps laisser plus de choix, donc depuis l'hôpital en passant par la maison de naissance et l'accouchement à domicile. Que les chiffres révèlent que les chiffres sont corrects et du coup que l'assurance soit abordable. Voilà. Merci Françoise, on te souhaite plein de chance pour cette bataille juridique et puis on souhaite cela également à l'ensemble des sages-femmes qui pratiquent la naissance à la maison et bien sûr à l'ensemble des parents, des mamans, des papas qui souhaitent défendre... Mais ils nous aident beaucoup les parents, hein. Il y a des collectifs qui se sont constitués. Le CDAAD, vous pouvez nous aider aussi. Voilà, rejoindre, je crois qu'il y a des cotisations pour des frais de justice, il y a, oui, ou pour faire des actions. Des fois, il y a aussi des manifestations, tout ça. Et puis on espère aussi que ce sera visionné par des personnes qui ne sont pas favorables forcément à cet accouchement. Et n'hésitez pas justement à poser des questions en dessous de la vidéo, à lancer des débats.
dans le respect des personnes. On peut être tous et toutes différents sur des opinions, mais on peut discuter. C'est ça la richesse d'une civilisation. On progresse toujours grâce à l'échange et non pas grâce au conflit. Françoise, merci beaucoup. Merci. Je te libère. Allez. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.